Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée au langage HTML5. Tout au long de cette formation, nous allons voir le langage HTML, mais pas seulement en fait, parce que le langage HTML, c'est un langage de programmation entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de variables, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de trucs de ce genre. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt un langage sémantique, mais ça on aura l'occasion de découvrir tout au long de la formation. Ensuite on va devoir utiliser certains outils, des programmes en quelque sorte, des navigateurs, donc ce qui permet d'aller sur internet, puisque le langage HTML est un langage qui permet de créer des pages web, mais d'autres choses aussi on va dire, mais bon, principalement c'est des pages web. Donc dans un premier temps, je vais vous faire voir un petit peu le PC. Donc c'est un Windows 7, hein, comme beaucoup de gens maintenant je suppose. Donc voilà, ça peut être n'importe quel système, hein, n'y a pas grand chose qui va changer, si ce n'est peut-être les programmes, peut-être des raccourcis, quand je dirais contrôle, il faudra en remplacer par pomme sur Mac. Sur Linux, ça reste contrôle, il me semble. Sinon, donc dans un premier temps, vous pouvez vous rendre sur le site de Google. Et dans le moteur de recherche, tapez Ninit, comme ça se prononce, et vous allez sur le premier site qu'on vous propose. Donc le PC il a installé plusieurs programmes déjà, ce qui vous évitera la phase de téléchargement, installation et tout ce qui s'ensuit. Ce programme Ninit, c'est très simple. Il y a des programmes, vous cochez les programmes que vous voulez, puis il vous donne un exécutable, un fichier que vous cliquez dessus et vous exécutez, et il va se mettre à installer chacun des programmes, à télécharger du moins chacun des programmes que vous aurez sélectionnés un à un, puis à les installer aussi un à un. Bien entendu, si le programme existe déjà, il va le skipper, c'est-à-dire il va pas le réinstaller s'il existe et qu'il est à jour. S'il n'existe pas, il va l'installer. Et s'il existe mais qu'il n'est pas à jour, il le mettra à jour automatiquement. Voilà. Donc en gros, vous risquez rien en utilisant ce programme là qui est plutôt très pratique. Donc déjà côté web browser, vous pouvez tout cocher. Donc si vous êtes sur Windows, vous avez déjà Internet Explorer. Il en manque un, on va dire, c'est Safari pour ceux qui sont sur Mac. Mais en fait, Safari et Chrome, ils sont équivalents. En fait, ce qui permet d'afficher les pages, ce qu'on appelle un moteur de rendu, repose sous WebKit. C'est le nom qu'on a donné à ce moteur de rendu. Et Chrome utilise WebKit et Safari utilise WebKit. Les autres en utilisant d'autres différents. Alors pourquoi je vous fais télécharger tous les navigateurs? C'est quand on fait du HTML, en fait, quand on dit le HTML, il y a un truc qu'il faut savoir quand même tout de suite, c'est que on n'utilise pas que du HTML. En fait, quand on crée des sites, en général, on a affaire à 4-5 langages, on va dire minimum. La plupart du temps, ça va être le HTML, d'une part, c'est ce qui va structurer nos pages web. Après, on va avoir du CSS. Donc c'est ce qui va mettre en forme nos pages web, leur donner un décor, un design quoi. On va avoir du JavaScript, c'est ce qui va permettre l'interaction avec l'utilisateur. Cliquer sur des boutons, afficher des bulles, afficher des trucs quoi. Bref, c'est ce qui rend dynamique le site du point de vue utilisateur. Après il y a le PHP. Alors le PHP c'est un langage côté serveur. Cette fois-ci, c'est ce qui va générer nos pages HTML, en fait, avec le contenu CSS et JavaScript qui devra être inclus dedans. Puis enfin, PHP souvent communique avec ce qu'on appelle une base de données.
Donc la plupart du temps sur le web on rencontre MySQL, côté Microsoft il y a SQL. Donc bah voilà, il y a ce langage en plus aussi qu'on peut ajouter à la liste. Bon, ça dépend après l'envergure de vos projets. La plupart vous n'utiliserez pas tous les langages, mais faut savoir que parfois bah, vous allez vraiment tous les utiliser quoi. Donc pour l'instant on va se concentrer au HTML et au programme qu'on va pouvoir installer. Donc pour ce qui est côté navigateur, vous pouvez tout installer. Alors la programmation HTML, au niveau des navigateurs, il n'y a pas de différence, si ce n'est que la taille des textes, mais encore ça c'est pas vraiment du HTML on va dire, c'est plus du CSS. Donc quand on va travailler CSS, il est clair qu'on va souvent se promener dans les navigateurs. Ensuite, côté sécurité, on s'en fout. Côté Developer Tools, alors vous pourrez prendre FileZilla, qu'on utilisera bien plus tard par la suite, et Notepad++. Messagerie, on s'en fout. Compression, ça dépend si vous en avez ou pas, mais vous pouvez en prendre, mais bon, c'est pas vraiment utile dans ce qu'on va voir. Si, quoique des fois on va peut-être télécharger des archives, donc prenez PZip ou 7zip comme vous voulez, WinRAR, évitez les payants. Là-dedans, on s'en fout, si ce n'est que vous pouvez prendre VLC, on sait jamais. Les runtime, vous pouvez tous les télécharger. Dans les utilitaires, aucun. Dans les images, vous pourrez télécharger GIMP et Inkscape. GIMP c'est un équivalent à Photoshop, Inkscape c'est un petit peu un équivalent à Illustrator. Donc l'un on retravaille des images, l'autre on crée des dessins, des images quoi, à partir de rien. Le stockage en ligne pour l'instant on s'en occupe pas. Les documents vous pouvez prendre OpenOffice, si vous l'avez pas déjà hein, bien entendu. Reader pour lire les PDF, on sait jamais. Et voilà, c'est tout. Puis une fois que vous avez ça, vous cliquez sur Get Installer et puis vous téléchargez tout ça et vous installez tout ça. En fait, vous exécutez et puis le truc il se cherche tout seul d'installer. Ou de mettre à jour, ou de rien faire si ça existe déjà. Voilà, donc une fois que vous aurez tout ça, moi pour le moment, comme je vous ai dit au début, côté HTML, navigateur, je vais rester sous Chrome uniquement. C'est un choix, après vous faites comme vous voulez. Ce qui changera, ce sera côté CSS. Donc plus tard. Ensuite, donc à quoi sert le HTML? Tout simplement, ça va servir à créer des pages web. Alors, quand on dit page web, il y a deux types de pages web. On va appeler des pages web statiques. C'est des pages web que vous créez et dont le contenu ne bouge pas. Sauf si vous remodifiez ce que vous avez créé directement dans le fichier. Donc un fichier qui sera au format HTML, bien entendu. On peut créer aussi des pages dynamiques. Alors dans ce cas-là, c'est plutôt le langage PHP qui va générer des pages HTML. Et du coup, le client il voit des pages HTML. Lui il verra jamais le PHP. Mais il verra le résultat de ce que PHP peut faire. Et dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle des sites dynamiques, des pages dont le contenu peut changer régulièrement. Sans aller dans les codes, dans les fichiers de code, quoi. Après, on peut réaliser des applications, non pas que des sites web, mais des applications qui peuvent être vues sur mobile, sur tablette, bref, sur tout type de périphérique, pourvu qu'ils se connectent à Internet, on va dire. Et on peut réaliser aussi des applications intranet pour une entreprise ou autre. Dans ces cas-là, on va beaucoup travailler sur tous les langages, quoi. Donc voilà un petit peu à quoi peut servir HTML5. Donc pour le moment, il va nous servir à construire des pages web. Et on verra par la suite plein de choses. Donc comment créer un fichier maintenant HTML? Alors premièrement, je vais ouvrir le bloc-notes. Voilà, et dans le bloc-notes, je vais écrire, par exemple, je suis du texte.
Voilà. Et ce fichier, je vais l'enregistrer tout bêtement sur mon bureau. Et on va l'appeler index. Alors vous verrez pourquoi je l'appelle index plus tard. Donc voilà, mon fichier index est sur mon bureau. Donc il n'y a pas de surprise que quand je ferme le document et que je clique sur ce fichier d'index, c'est le même document qui s'ouvre. Donc ça, c'est ce que vous avez l'habitude de voir la plupart du temps, on va dire. Vous cliquez sur une vidéo, le lecteur vidéo s'ouvre et vous met la vidéo dedans. Vous cliquez sur une musique, le lecteur musical s'ouvre et met la musique dedans. Vous l'ouvrez Word, votre document Word, il s'ouvre, il met votre document et tout ce que vous avez fait dans votre document, la mise en forme. Vous ouvrez votre navigateur internet, vous allez sur Facebook et votre navigateur reçoit des pages web qui décodent pour vous et qui vous affichent ces pages de façon plus esthétique. Donc, on va se rendre compte qu'il y a une petite phase qui permet de mettre en forme une page web. Pour l'instant, ce document que j'ai enregistré, imaginons que j'ai envie de l'ouvrir dans mon navigateur Google. Donc là, je sais pas pourquoi il m'ouvre deux pages à chaque fois. Hop. Voilà. Donc c'est juste un petit réglage, hein, parce que à chaque fois il ouvre deux pages. Et je vais glisser mon petit document texte ici. Hop, je glisse et je le dépose. Donc ici, vous remarquez dans le navigateur que l'adresse, ce qu'on appelle une URL, a changé. Et en plus, ce qu'on voit devant là, avec tous les petits traits, c'est ce qu'on appelle un protocole. Alors, je vais pas détailler tous les protocoles maintenant, mais le protocole file voulant dire que le fichier, puisque derrière ça suit un chemin sur l'ordinateur qui cible un fichier. Donc file voulant dire que c'est un fichier qui se trouve dans l'ordinateur. Quand on est sur Google par exemple, le protocole, comme on voit ici, c'est du HTTPS. Donc HTTPS, c'est une page web dite sécurisée par un certificat qui permet de chiffrer la page et du coup de protéger les données. Mais la plupart du temps, on voit souvent HTTP. Donc Google a décidé de rester en HTTPS maintenant, mais voilà, il y a d'autres pages que vous pouvez consulter qui sont en HTTP, on va dire. Donc ça, c'est des protocoles, voilà, qui permettent de définir un petit peu où se trouve le fichier qu'on est en train d'ouvrir. Donc ici, pour le moment, on ouvre un fichier texte dans notre navigateur internet. Donc le programme, c'est le navigateur internet, hein, on est d'accord? Et le fichier texte, c'est ce que le programme lit du fichier. Comme pareil, j'ouvrirai le bloc-notes, d'accord? Donc là, jusque-là, on voit pas de changement. Alors une petite option, avec le petit clic droit, et on peut demander ici de demander d'afficher le code source de cette page. Et on voit dans le résultat du code source que c'est exactement identique à ma page. Pour l'instant, comme on voit, on travaille sur des fichiers texte. Bon. Disons que je vais modifier mon fichier texte. Donc je vais double-cliquer dessus. Et dedans, je vais passer deux lignes, on va dire. Et je vais écrire je suis encore du texte. Notre éditeur bloc-notes comprend très bien que j'ai passé une ligne. Parce que c'est un fichier texte. Donc j'enregistre ce fichier à nouveau. Ce fichier ayant un contenu différent, mon navigateur ne le sait pas encore. Il faudrait que j'ouvre à nouveau ce fichier. Et là, il le prend en compte. Donc là, on voit que quand ce fichier est texte, il se rend compte qu'il y a eu un espace, une ligne de passé. Un autre truc aussi à voir, c'est parce que là je l'ai ouvert. Par exemple, je réécris encore
encore du texte. Vous allez voir où je veux en venir. J'enregistre à nouveau ce document. Mais cette fois-ci, au lieu de le glisser, de le redéposer, tout ce que je vais faire, c'est actualiser la page. Vous voyez qu'en actualisant, c'est comme si il rouvrait le document. Donc ici, comme on est dans un document texte, bah ça pose pas de souci, si ce n'est qu'on peut pas mettre en forme. Mais sinon, le navigateur peut l'ouvrir. Bon, bien sûr, on n'est pas sur un serveur web ni rien de tout ça encore. Hein. Ce que je vais faire, c'est que mon fichier, cette fois-ci, je vais l'enregistrer sous. Une nouvelle fois, ça sera toujours un fichier que je vais nommer index, mais dans le type du fichier, je vais lui mettre sur tout fichier. Et maintenant, c'est à moi de lui donner un type à ce fichier. Par défaut, c'est parce qu'on ne le voit pas l'extension, mais le type d'un document texte, c'est TXT. Le type d'un document HTML, je vous laisse deviner, c'est .html. Aussi simplement. Même si c'est HTML5, on écrit HTML. J'enregistre. Ici, j'ai un nouveau document HTML. A priori. Si je double-clique dessus, mon navigateur s'ouvre en me disant que c'est un fichier HTML, puisque je suis toujours sur l'ordinateur. Et là, je vois, je suis du texte, je suis encore du texte, encore du texte. Donc on voit la différence entre un fichier texte, le retour à la ligne s'est fait tout seul, alors qu'un fichier HTML, le retour à la ligne ne s'est pas effectué. Qu'en est-il du code source? Si je regarde le code source, pourtant, il voit bien que dans ce fichier, j'ai passé des lignes. Et c'est là qu'on va en venir au HTML vraiment. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'ordinateur de m'afficher les extensions des fichiers, afin de voir directement, comme ça, d'un coup d'œil, quel est leur type. Donc pour ce faire, bah là déjà je vais fermer Google pour le moment, le navigateur, je vais fermer ce document là. Donc je peux aller dans l'Explorer ou n'importe où. Le but étant d'aller dans un dossier, n'importe lequel. Et dans Organiser ici, Disposition, vous pouvez demander de faire apparaître la barre des menus. Et dans le menu Outils, dans les options des dossiers, dans l'onglet Affichage, on descend un petit peu la liste. Et on a la première option ici, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. En d'autres termes, le type texte, mon ordinateur le connaît, donc il cache l'extension texte. Le type HTML, il le connaît, donc il cache l'extension HTML. Mais on voit que ça va pas être pratique pour notre cas. Donc je la décoche. Puis j'applique ce changement. Maintenant, on voit que nos fichiers portent l'extension qui détermine leur type. Texte pour un fichier texte, HTML pour un document HTML. Donc là, mon document HTML fait un petit peu la tête. C'est parce qu'il est associé à aucun programme. Donc dans ses propriétés, bah, apparemment, si il est associé à Chrome, mais il prend pas l'icône de Chrome. C'est un peu bizarre. Peut-être actualiser le... Bon, on verra plus tard que de toute façon il va prendre un moment ou un autre l'icône de Chrome. Donc maintenant, le fait qu'on a ça, bah, je peux double-cliquer sur mon fichier index.html et ma page web s'ouvre avec Chrome. Et elle le fera tout le temps. Bien sûr, cette page dans Chrome, je peux pas vraiment la modifier. Ce qu'il faut, c'est que ce fichier, d'un côté, je l'ouvre dans le navigateur pour voir ce qui va se passer, son rendu visuel, et d'un autre, il faudrait que je l'ouvre avec le bloc-notes, donc ouvrir avec, je pourrais choisir le programme par défaut, mais dans ces cas-là, bah, je vais être un petit peu embêté, donc c'est pas grave, je peux ouvrir le bloc-notes et glisser le fichier dedans, ce qui fait que ça ouvre mon fichier index.html dans le bloc-notes. Donc ici on va commencer à coder
notre première balise HTML. Alors, une balise, ça se représente de cette façon. Un crochet qui s'ouvre, un crochet qui se ferme. En d'autres termes, signe inférieur, supérieur et supérieur, inférieur. Et entre les deux, on doit lui donner un mot-clé. Alors ici, le mot-clé que je vais lui donner, c'est BR. BR voulant dire un retour à la ligne. Donc, j'enregistre ce fichier. Ce BR, je l'ai mis après « je suis du texte ». Donc, à ce niveau-là. Qu'en est-il si j'actualise la page avec cette nouvelle information? On voit que le BR a provoqué le retour à la ligne. Et qu'on ne voit pas le BR dans la page web. Par contre, son résultat est qu'il fait un retour à la ligne. En d'autres termes, c'est ce qu'on va pratiquement tout le temps faire avec du HTML. On va devoir dire ce que le texte il doit faire, où il doit se mettre et comment il doit s'afficher. Parmi d'autres choses. Mais si j'inspecte le code source de la page, on voit bien que dans le code source, dans mon fichier, j'ai bien un BR et j'ai bien passé des lignes entre deux. Donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que d'un côté, ce qu'on appelle l'édition du fichier, où on édite, où on écrit son code, la façon dont il doit se présenter et son contenu. Et de l'autre côté, la visualisation de celui-ci au travers d'un navigateur qui lui va se charger de décoder le code pour rendre visuellement ce qu'on a demandé dans le fichier. Donc si je voudrais des retours à la ligne pour chacun de mes lignes là, je mettrai un BR après texte. Et si je voulais comme là passer une ligne entre chaque, je mettrai 2 BR. Le premier voulant dire tu retournes à la ligne, le deuxième voulant dire tu retournes encore à la ligne, donc tu laisses une ligne vide, c'est comme si que je ferais comme ça dans le code. En gros ça donnerait cette représentation là, tu vas à la ligne, il a la ligne, tu retournes à la ligne, il passe une ligne, puis ensuite il écrit, tu vas à la ligne en dessous, tu vas à la ligne, donc tu passes une ligne puisque j'ai rien écrit, et il retourne en dessous. J'enregistre mon document et j'actualise la page. Et là on voit bien qu'il y a un saut de ligne et que le texte est bien retourné à la ligne au moment où je lui ai demandé. Donc, premièrement, ce qui n'est pas pratique dans le bloc-notes, c'est pour ça qu'on va vite changer d'éditeur de texte, c'est parce qu'il ne reconnaît pas la différence entre un élément qui est du langage HTML d'un élément qui est du texte. Comme ça, si je regarde mon fichier et si je commence à mettre plein d'éléments HTML avec le texte, on se rend compte que ça va être fouillis au niveau des yeux. Après au niveau visuel, voilà, ça sera présenté comme on l'aura décidé là-dedans. Mais c'est pour nous, quand on écrit là-dedans, d'essayer de se repérer le mieux possible quand même. De sorte à ce que ça soit plus facile pour créer des choses. Donc pour cela, je vais fermer ce bloc-notes par défaut que Windows nous propose. Et pour ce faire, je vais utiliser le Notepad++, ce que je vous ai fait télécharger. Le Notepad++, c'est le bloc-notes aussi, mais version très améliorée. Donc je pourrais dans Notepad++, alors utiliser File, Ouvrir, puis je vais choisir le fichier HTML par exemple. Je peux aussi très bien glisser le fichier HTML, et là on s'aperçoit que on voit que les BR sont colorés. Parce que ici il y a un menu de langage, et qu'actuellement il l'a positionné sur HTML. Donc tous les éléments HTML vont être colorés, et le texte va rester en noir comme ça tel quel. Ce qui va être pratique. Mais aussi, on peut, avec un clic droit sur le fichier HTML, demander de l'éditer avec Notepad++. Ce qui nous ouvre le programme et nous charge le fichier dedans. Bon. Alors, une page HTML, logiquement,
elle possède une structure. D'ailleurs, c'est le but du HTML, c'est de structurer un document. Et de structurer de façon parlante. C'est pour ça qu'on appelle sémantique. Si dans mon navigateur, au lieu de afficher le code source, que je verrai ce que je vois dans mon fichier tout simplement, je demandais d'inspecter cette fois-ci l'élément. Et là, donc je vais sortir cette fenêtre pour que ce soit plus pratique. Donc je vais cliquer sur cette icône et hop, ça sort la fenêtre du navigateur pour qu'on ait deux fenêtres. Et là, je m'aperçois d'une chose. Dans la partie éléments, il a bien mis mon texte, il a bien mis mes BR, et encore mes BR n'étaient pas à côté, et mon texte n'était pas entouré de guillemets, et il a mis d'autres éléments, body, head, HTML. En fait, ça, ce qu'on voit, ces éléments de base, c'est ce qu'on appelle le corps HTML. Vous allez voir, je vais hop, tout supprimer dans mon index. Donc je vais l'enregistrer avec CTRL S. Vous allez voir que la disquette va passer du rouge au bleu. Voilà, ça veut dire que le document a été enregistré. Donc je clique sur mon navigateur, sur ma page, et je vais l'actualiser pour prendre en considération ce changement. Et au même passage, je vais essayer de vous le faire voir, hop. Vu qu'ici on inspecte notre page, quand on va modifier notre page, l'inspecteur va modifier son contenu, on va dire. Donc ça je vais le réduire un petit peu, on n'en a pas besoin pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, qui devrait se modifier en même temps que je vais actualiser la page. J'actualise, et ma page est bien vide, puisque je n'ai rien écrit dedans. Par contre, Google Chrome, et c'est Google Chrome qui le fait, puisque c'est pas nous, il a rajouté la structure de base HTML. On pourrait, ici, dans l'inspecteur d'éléments, bien entendu, faire un clic droit et demander de copy as HTML, c'est-à-dire de copier le code HTML. Alors bien sûr, mettez-vous sur l'élément racine, c'est-à-dire celui qu'on peut replier, qui contient tous les éléments. Si vous vous mettez là, vous copierez que body. Si vous vous mettez en haut, vous allez copier tout le code. Donc je vais copier ce HTML. Et ça, pour l'instant, je vais le fermer. Et dans ma page, je vais le coller. Donc, on voit que dans un premier temps, il n'y a pas le retour à la ligne, comme on l'a vu dans l'éditeur. Bon, c'est pas grave, ça, on peut le créer nous-mêmes. Donc, hop, je fais un retour, un retour, un retour, un retour, et un retour. Alors, pour éclaircir la chose, on va utiliser ce qu'on fait souvent en programmation, ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, c'est le fait de mettre des tabulations entre des éléments qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. Alors, en HTML, je vais ici sortir du contexte, je vous ai dit qu'une balise s'écrivait comme ceci. En fait, il y a, on va dire, quelques petites subtilités. C'est pas que ça au fond. Dans un premier temps, on va voir les balises qu'on va dire impaires. C'est-à-dire que ces balises fonctionnent toutes seules. La première que l'on a vue de balise impaire, c'est la balise BR. Vous vous souvenez, quand on a écrit BR, on a fait ceci, BR et ceci. Et ça, l'ensemble s'appelle une balise. Pourquoi elle est impaire? Parce que, on va dire, elle s'ouvre et elle se ferme toute seule. D'accord. Ensuite, si on regarde les balises qui ont été écrites tout seul par Google, qui définit la structure de notre document, on s'aperçoit que toutes ces balises sont dites paires, c'est-à-dire elles marchent par deux. Pourquoi elles marchent par deux? Et pourquoi d'autres marchent tout seuls? C'est très simple. En gros, si l'élément qu'on est en train de définir dans ces balises, par exemple du texte, le texte, il a un début et il a une fin, ce texte. D'accord? Et le début, on va trouver une balise ouvrante qui définit le début de ce texte, et à la fin, on aura la même balise, mais qu'on va dire fermante, qui détermine la fin du texte.
Là, c'est nos balises qui déterminent la structure de notre document. Bon, pas le texte, mais comment se compose une page HTML. Ben, on voit, je vais un petit peu faire des passages de lignes entre deux. Là, je vais même faire un petit peu plus exprès. Et là aussi, je vais en ajouter un petit peu plus. On voit que la structure commence par une balise qui s'ouvre, HTML. Mais cette balise n'est pas toute seule. À la fin du document, on retrouve la même balise, mais dite fermante. En d'autres termes, quand je vous ai dit ça, en fait, il y a ça qui existe aussi. Une balise comme ceci s'ouvre, une balise comme ceci se ferme. Certaines balises qui sont toutes seules, comme celle-ci, on pourrait mettre la fermeture à la fin. D'accord? Mais on n'est pas obligé en HTML5. L'avantage du HTML5. On peut laisser comme ça, le navigateur l'a très bien compris. Mais on aurait pu dire comme ça, il n'y aurait pas eu d'erreur. Cette balise, comme je vous ai dit, elle était impaire. Donc elle est toute seule. Ça veut dire qu'elle s'ouvre, donc les crochets qui s'ouvrent normalement, mais qu'après son instruction, c'est-à-dire le mot-clé, elle se ferme tout de suite. Or, les autres, qui sont dites paires, on a une instruction ici comme un mot-clé HTML, il s'ouvre, dedans on aura plein de contenu, puis à la fin, la balise se ferme tout de suite, et on a le mot-clé qui suit. Donc attention, le mot-clé après le slash, d'accord? Quand c'est pair. Quand c'est impair, on peut mettre le slash juste, on met le slash à la fin, ou on peut l'omettre en HTML5 pour certaines balises, il me semble. Alors, cette balise HTML, on voit qu'elle s'ouvre en haut et qu'elle se ferme tout en bas. Donc, ce qu'il y a dedans, ça représente ce qu'on va dire du HTML. Pour ça qu'on a mis HTML, on l'a encadré tout ça de HTML, pour dire tout ça c'est du HTML. Donc ensuite, on a défini une autre balise qui s'ouvre et qui se ferme. Celle-ci, head, donc vous allez voir que dans le langage HTML, et comme beaucoup de langages de programmation, tous les mots-clés sont en anglais. Alors, si vous avez des notions en anglais, bah, ça va être très facilité pour vous. Sinon, bah, vous êtes comme moi, vous pigez que dalle en anglais. Mais avec le temps et l'expérience, vous allez voir que c'est pas très compliqué. En fait, on les revoit tout le temps, donc à force, on les retient. En gros, c'est un peu ça. Donc, le head présente l'entête du document. D'accord? Et le body, ici, présente le corps du document, c'est-à-dire le contenu que le navigateur va afficher. Le head, c'est des instructions pour le navigateur, mais qui ne sont pas dans le contenu. On verra ce qu'on mettra dans le head et on verra ce qu'on va mettre dans le body. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose entre les deux là? Bah normalement non. D'accord? Puisque normalement, ce qui se trouve dans l'entête doit être entre ces deux balises là, et tout ce qui se trouve dans le corps du document doit se trouver dans ces balises là. Après, un autre fait remarquant, c'est que les balises ne peuvent pas se chevaucher. Qu'est-ce que ça veut dire là? En d'autres termes, je ne peux pas ouvrir une balise head, comme ça, et dire, bah le head, je le ferme en plein milieu du body. Et puis qu'ensuite j'ouvre le body, et le body, je le ferme après le head. En d'autres termes, là, on a fait en quelque sorte un nœud entre les balises. Et ça, le navigateur va pas aimer. N'importe lequel des navigateurs ne va pas aimer du tout ça. Donc, première leçon à retenir, quand j'ouvre une balise, si une autre s'ouvre à l'intérieur, comme body, je devrais fermer body avant, puis head après. Ainsi, les balises restent imbriquées les unes dans les autres. Ou, comme dans mon cas, c'était, je peux ouvrir une balise,
d'accord, head, mettre son contenu, puis en dessous, ouvrir une autre balise, et y mettre donc son contenu. D'accord? Donc c'est deux façons qu'on fait. On ouvre la balise, on met quelque chose, on la ferme aussitôt. Si on ouvre une balise et qu'on en ouvre une autre, on devra fermer la deuxième avant de fermer la première. Ça, c'est à respecter. On ne peut pas faire ouvrir la première, ouvrir la deuxième, fermer la première, fermer la deuxième. Ça, c'est à ne pas faire. C'est d'ailleurs la seule règle qui est à respecter dans le HTML. C'est voilà, ouais, la seule règle, on va dire, obligatoire à respecter. Le reste, ça va être que de connaître des mots-clés et de savoir ce qu'ils font pour représenter notre document et notre contenu. Bon. Donc on a vu que un fichier HTML, quand on le crée, logiquement il doit contenir ce code minimum. Alors, on a vu qu'il ne pouvait même pas contenir cette structure, ça marchait quand même, puisque le navigateur se charge de le rajouter tout seul. Mais il vaut mieux le définir soi-même, au moins on a un contrôle sur ces choses. En fait, là, en haut du document, il me manque une chose, normalement. C'est ce qu'on appelle le doctype. Le doctype, c'est une définition qui permet de dire au navigateur quel est le type du document qu'il va lire. Ici, le HTML ne représente pas tout à fait vraiment le type du document. Dit que, en gros, au navigateur, ce HTML va lui indiquer quelque part que tout le contenu de ce document se trouvera entre cette balise-là et cette balise-là. Et pour le programmeur, cette balise-là veut déterminer en gros, tout ce qu'il y aura là-dedans, ça sera du HTML. Voilà. Mais le navigateur, lui, il sait que là, ça va s'arrêter ici. C'est tout. Donc, pour préciser au navigateur que le fichier qu'on est en train d'écrire, c'est un vrai fichier HTML, on devrait rajouter cette instruction devant. Une balise qui s'ouvre, et forcément, qui dit le crochet qui s'ouvre, à un moment ou à un autre, il va se fermer ce crochet. Donc ici, c'est une instruction spéciale qui va commencer par un point d'exclamation, puis suivi du mot doctype pour la définition du type du document, et suivi d'un espace, ce type, qui est tout bonnement HTML. Et là, on a écrit un fichier HTML de base, c'est-à-dire la structure d'un fichier HTML de base. Si j'enregistre ce document et que je l'actualise dans le navigateur, il ne va pas changer grand-chose. Si je regarde le code source de la page, je vois bien mon doctype et la structure de mon HTML telle que je l'ai écrit dans le document. Donc on voit qu'ici il a passé les lignes. Mais c'est normal, c'est le code source, c'est-à-dire il m'affiche le contenu de ce fichier tout bonnement. Bon. Maintenant, on va commencer à écrire notre premier Hello World en HTML. Donc, vu que c'est un contenu qui va être dans la page, d'accord, on veut écrire Hello World dans la page. Donc, ce Hello World, on doit le mettre dans Body. Ok. Donc, j'écris Hello World. Pourquoi Hello World? En fait, en programmation, on commence toujours par écrire un Hello World pour savoir si on comprend la chose. Bref, c'est comme ça. Vous verrez dans beaucoup de langages qu'on va voir, la première chose qu'on fera, c'est écrire un Hello World. Après, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, j'ai enregistré le document, d'accord, la disquette est passée au bleu, et je l'actualise la page. Et je vois mon Hello World s'afficher sur ma page. Si je regarde son code source, le Hello World est bien dans le body. Donc qu'en était-il si je m'étais amusé à placer ce Hello World dans le head? Est-ce qu'il serait assez bête le navigateur pour me l'afficher? J'actualise la page. Et oui, le navigateur est assez bête pour me l'afficher. Pourtant il le détecte bien dans le head. En fait, on voit que il a décalé tout seul le Hello World du head dans le body. Pas si bête notre navigateur. Par contre, si on regarde son code source, le code source de la page,
le Hello World, il est bien dans le head, dans notre code source. Mais lorsqu'on inspecte l'élément, c'est-à-dire après passage du navigateur sur notre fichier, là, non, j'ai fait une petite bêtise parce que j'inspecte la source d'ici. Là, je vais inspecter l'élément de ma page. On voit bien qu'il n'a pas été bête, il s'est dit, non, non, c'est du texte ça n'a rien à foutre dans le head, donc moi, je te remets dans le body. Et du coup, voilà pourquoi il s'affiche. Parce que sinon, il n'aurait pas dû s'afficher dans le head. Dans le head, c'est pour le navigateur, c'est des informations qu'on lui donne. Mais on va voir que c'est pas tout à fait vrai, puisque dans le head, on va donner des informations, notamment le titre de notre page. Donc je vais remettre mon Hello World dans mon body, qui normalement devrait se trouver dans le body, comme on l'a vu, hein, Google il nous l'a remis tout seul dans le body. Donc j'actualise, donc mon Hello World se trouve bien dans le body. Si j'inspecte l'élément, hein, il n'a pas changé la place de mon Hello World, il sait que là il a la bonne place. Donc quand tout va bien, il le laisse à sa place. Quand ça va pas, il essaye de corriger, c'est ce qu'on voit en fait. Donc dans le head, on a dit qu'on pourrait mettre un titre. Bah oui, mais si je mets un titre comme ça, par exemple je dis ma page, comme titre, et j'enregistre. Bah, en disant ça, le navigateur comprend pas trop ce qu'on veut faire. Donc on sait pourquoi il affiche ma page, hein, d'accord, parce qu'il a refoutu ça dans le body. Si j'inspecte l'élément, on voit que ma page est redescendue dans le body, après passage du navigateur. Donc, pour dire que ça, cette information, ma page, c'est le titre de l'onglet de cette page, et non plus mon fichier index.html, il va falloir que je l'entoure, c'est-à-dire, vu que c'est du texte, où est-ce qu'il commence le début de mon texte? Ici. Donc, on a vu qu'une balise qui commence, c'est ces caractères. Et vu que ce texte se termine, on sait qu'une balise qui se ferme, c'est ces caractères-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à deviner le mot-clé qui va être là-dedans. Ce mot-clé va devoir dire que c'est le titre de la page. Donc, je vous laisse deviner qu'en anglais, le mot titre, ça donne title. Donc, j'écris title, et j'écris comme ça se ferme, d'accord, que c'est pair, donc je l'écris après le slash. Title. Et j'enregistre à nouveau ce document. J'actualise le navigateur. Et là, au miracle, ma page, il l'affiche plus dans le body. Et en plus, il a compris que ma page, c'était le titre de ma page. Très fort le navigateur, hein. Si j'inspecte l'élément, on voit que dans Head, c'est replié avec la petite flèche. Si je le déplie, on voit bien que dans le Head, il y a bien le title, notre balise, avec ma page. Qu'en est-il si je me serais un petit peu trompé? C'est-à-dire, j'aurais oublié de mettre, par exemple, le caractère qui indique que cette balise title se ferme. J'enregistre et j'actualise. Et là, badaboum, plus rien, plus ma page, plus Hello World, et là-haut du charabia. En d'autres termes, il est en train de se dire qu'en fait, title commençant ici, n'étant pas fermé, alors tout ce qu'il y a dedans, c'est du title. Pour ça qu'on voit, après ma page, la balise title, on voit la balise head qui se ferme, et puis c'est parce qu'on voit pas tout, mais on voit bien le body, le Hello World dedans, puis le body, puis le HTML qui se ferme, et sans le title qui s'est fermé entre temps. Important, donc faut bien que quand c'est pair, le slash soit devant le mot-clé. D'accord? Ça c'est le premier point. Qu'en était-il si je m'étais trompé et que ce slash je l'avais mis à la fin, en croyant que c'était une balise comme BR? J'actualise et même problème. D'accord? Pour lui, la balise title ne se ferme pas comme ça, donc il considère que title n'est toujours pas fermé, donc tout ça fait partie du titre. Et maintenant, on va voir le truc que j'ai dit qu'il ne faut surtout jamais faire, c'est-à-dire l'imbrication des balises. Ici, j'ai le head qui s'ouvre. Puis dans le head, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas fait l'indentation. Donc je vais faire l'indentation tout de suite. C'est-à-dire que doctype, ça je le laisse, et HTML je le laisse à la base.
Par contre, là, vu que dans HTML j'ai des contenus, tout ce qui est le bloc head, je vais appuyer en sélectionnant tout sur la touche de tabulation pour faire un retrait. D'accord? Et le body, je vais en faire de même. Et dans le head, vu que j'ai mis une balise, elle-même, je vais la réindenter. Comme ça, ça donne un petit peu une idée de la structure du document. Donc ici, le Hello World, bon, normalement, je devrais pas mettre du texte, hein, mais on voit pour l'instant, c'est pas ça qu'on traite. Donc ici, on a le head qui s'ouvre et le head qui se ferme. D'ailleurs, Notepad nous aide en nous disant, bah voilà, là ça s'ouvre, là ça se ferme, là ça s'ouvre, là ça se ferme. D'accord? Donc on voit bien ça. Si par exemple le titre, je m'étais trompé, et que je clique sur titre, bah vous voyez, il n'y a pas ouvre, ferme. Hein, il n'y a pas de coloration violette comme il fait. Donc là, on s'est planté. De même que si j'avais mis le caractère à la fin, bah je clique, il n'y a pas d'ouvre, ferme. Là, je clique, mais il y a ferme, mais il n'a pas compris. Je crois que c'est une balise toute seule, en gros. Donc, le truc qu'il faut pas faire, c'est-à-dire, j'ouvre head, j'ouvre une autre balise, puis je ferme head, et enfin, je ferme cette autre balise. En gros, là, j'ai fait un nœud, d'accord? Chose qu'il faut jamais faire en HTML. J'enregistre ce document. J'actualise la page. On voit que ma page est bien écrite, sauf que il a mis head, puisque effectivement, head, pour lui, il le croit comme un texte, puisque title n'étant toujours pas fermé. Bon, pour l'instant, ça fait pas grand chose, hein, mais vous verrez plus tard que si je m'amuse sur un document plus grand à faire des nœuds comme ça, vous allez voir que tout le contenu va être complètement perturbé. Là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de choses. Et la première chose qu'on remarque déjà, c'est que ma page n'est plus ma page, c'est ma page head. Et que le Hello World, bah lui, il ne change pas, puisque body s'ouvre, se ferme, il est bien dedans, il n'y a pas de balise imbriquée. Le problème du nœud se situe ici. Je remets mon title à sa place, puisque c'est sa place. J'enregistre. Donc ici, mon Hello World, là, qui est un texte. Donc on a vu qu'on pouvait rajouter, par exemple, d'autres textes à la suite, comme ceci. Sauf qu'en faisant ça, on sait bien que sur la page web, tout va être à la suite. Parce que ici, j'ai pas mis des BR. Donc, je mets ces fameux BR pour dire je veux un retour à la ligne ici et ici. Comme ça, tous ils vont être à la suite, les uns en dessous des autres. Donc BR, je vous dis, on peut le mettre comme ça, ou on peut mettre ça comme ça, c'est une balise toute seule, dans le sens où, bah, dès qu'on dit tu retournes à la ligne, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin, c'est tu retournes à la ligne, quoi. Voilà pourquoi elle est toute seule, cette balise. On verra d'autres balises comme ça qui sont aussi toutes seules. Donc, on voit que là, en actualisant, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu d'erreur, mes Hello World sont bien à la ligne, ils n'ont pas... Par contre, si je m'étais trompé, même chose. C'est-à-dire, je mets le truc qui se ferme devant. Quand c'est une balise impaire, on ne doit pas le mettre devant, on doit le mettre à la fin. Donc, est-ce qu'il va le comprendre ou pas? Apparemment, il l'a compris. Donc, c'est que maintenant, ça a l'air de passer, ou parce que c'est Google qui est malin et qu'il a changé encore le code. Il y a de fortes chances. Hein. D'ailleurs, on peut regarder pour comprendre. Donc, je réenregistre comme ça, je réactualise la page. On voit que tout fonctionne, mais si j'inspecte l'élément, qu'est-ce qu'il m'a fait? Bah en fait, dans les BR, vous avez vu, il a fait sauter carrément le caractère que je lui ai ajouté devant. Il a compris que c'était pas bon, que c'était une faute, et du coup, il l'a corrigé. Et du coup, bah ouais, pourquoi ça s'affiche bien? Alors que normalement, ça aurait peut-être pas dû s'afficher bien. Donc on voit qu'à côté du HTML, du code qu'on produit, le navigateur va beaucoup nous aider aussi à parfois réparer des erreurs, parfois il va faire les erreurs qu'on va lui dire. Comme on a fait avec notre balise title entre le head ou bref, qu'on fermait pas la balise title. Il comprend que c'est du code, donc il interprète ce code, mais on voit bien que ce code est mal interprété à cause d'une erreur. Mais pas grosse alerte en disant il y a une erreur, en gros, hein, c'est à vous de comprendre l'erreur. Donc, à la place d'utiliser un BR ici, il y a d'autres types de balises qui vont exister. Donc premièrement, on a compris qu'il y avait des balises paires et impaires.
Les impairs définissent une action, on va dire, immédiate, il n'y a pas besoin d'entourer quelque chose, en gros, voilà, on met l'élément ou on demande l'élément et puis l'élément il est là. Et on va dire les balises paires, celles qui définissent un début, une fin, qui entourent une chose, on va dire. En plus de cela, on a d'autres types qui vont dire si la balise est inline, c'est-à-dire ça reste sur la même ligne, ça saute pas de ligne, ou si la balise est de type bloc, c'est-à-dire un bloc. Donc un bloc est représenté comme dans un journal, chaque paragraphe étant des blocs, puisque chaque paragraphe il y a des espaces autour, au-dessus, en haut, à droite, à gauche, bref, il y a une ligne qui a été passée des deux côtés, en haut et en bas, et puis une petite marge qui a été laissée à gauche et à droite. Et les balises inline, c'est par exemple dans un texte, on écrit un mot en gras. On va entourer ce mot qui va être en gras, donc c'est balise paire, puisqu'il y aura un début de ce mot pour dire où est-ce qu'on arrête de mettre en gras, quoi. Donc il y aura un début et une fin. Mais cette balise ne provoquera pas de retour à la ligne dans le texte. En gros, elle ne fera pas passer une ligne en haut et en bas quand je mettrai cette balise là. Alors, concrètement, qu'est-ce que je raconte? Bon, une balise, on va en rajouter ici, puisque j'entoure le Hello World, donc de cette façon, comme on le sait. Et là, je vais dire, bah, c'est un paragraphe, ce Hello World. Comme ça va obliger à ce qu'il y ait un retour à la ligne après. Donc, un paragraphe en HTML, c'est très simple, ça se prononce P. Des fois, voilà, c'est pas le nom, mais c'est juste l'abréviation du nom. Donc, si je mets P autour de ce premier Hello World, l'autre en dessous va être une ligne après. C'est comme si j'aurais mis 2 BR après Hello World. Donc j'enregistre ce document. J'actualise ma page. Donc le premier, on voit qu'il y a eu un saut de ligne au-dessus, en dessous. Le deuxième, comme j'ai enlevé le BR, bah, le deuxième et le troisième se collent. D'accord? Qu'en est-il si je mettais pour bien voir le saut de ligne au-dessus qu'on voit pas très bien, je vais déplacer le P de paragraphe là, qui se ferme, en dessous pour le mettre au deuxième, pour bien voir s'il y a bien un saut au-dessus et en dessous. Donc j'enregistre et j'actualise. Et là, c'est la démonstration de ce qu'on appelle une balise paire, d'accord, puisqu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme et qu'il y a un contenu, de type bloc, puisque ça provoque une ligne au-dessus, une ligne en dessous, vide, d'accord, ça donne un espacement, ça reproduit un bloc en quelque sorte. Donc, qu'en est-il si je commence mon paragraphe en haut, que je le finis tout en bas? Donc en gros, tous mes Hello World sont dans un paragraphe. Donc, ils vont tous être collés avec une ligne au-dessus, une ligne en dessous, mais comme il n'y a pas de contenu, on ne le voit pas très bien. Et bien sûr, chaque Hello World, normalement, je devrais leur dire un BR si je souhaite un retour à la ligne dans ce paragraphe. Il n'y a pas d'erreur d'imbrication, hein, d'accord? Et ce fameux BR, bah, lui, il est un peu spécial. On va voir. J'enregistre. Et du coup, on se retrouve avec nos 3 Hello World à la ligne dans un bloc paragraphe. Visuellement, pour mieux voir dans le code, on ferait ceci. Le P, je le descends en dessous, et puis ça, j'invente. Pour dire, il y a un paragraphe, ça c'est dans le paragraphe, et le paragraphe se finit. Donc, ces BR ont provoqué des retours à la ligne. Pas passer une ligne, mais un retour à la ligne. Ce BR, comme on a vu, c'est une balise de type impair, puisque voilà, elle est toute seule. Et elle est de type inline, d'accord, en ligne. Elle n'est pas de type bloc, puisqu'elle n'a pas provoqué un saut de ligne au-dessus et un saut de ligne en dessous. Elle a fait juste que prendre le texte et le remettre à la ligne. Je vais en mettre une autre de balise.
juste pour encadrer le premier Word, pour voir une autre balise de type, cette fois-ci, pair, donc qui va s'ouvrir et se fermer, qui va encadrer ce Word, et qui sera de type inline, en ligne, qui ne provoquera pas non plus un saut de ligne au-dessus et en dessous. D'accord, le Word va bien rester à côté du hello et à côté de son point d'exclamation. Ce que je vais mettre ici, c'est le mettre en gras. Et en gras, bah, c'est strong, le mot-clé. Donc je copie et je colle. Alors, il est vrai que quand je vais actualiser, on va voir le Word en gras. D'accord? Mais il va pas falloir confondre gras et important. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la sémantique. Chaque mot de balise ont un sens derrière. C'est pas juste un mot, c'est un sens. Un paragraphe, c'est un sens. BR, voilà, si on le traduit en anglais, ça veut dire retour à la ligne, je pense, ça a un sens. Mais pas trop sûr. Strong, normalement, son sens sémantique représente quelque chose d'important sur la page. C'est pour mettre un mot en évidence, représenter une importance. Donc c'est un poids fort au travers du navigateur, ceci. Puisqu'on insiste sur ce word en disant ok, j'ai plein d'hello words, mais ce word là, il est important. Voilà. Donc ça veut pas dire j'ai mis en gras word, ça veut dire que ce word est important. Le style, les couleurs, les trucs comme ça, la police d'écriture et l'autre, ce qu'on pourrait faire dans un document Word, ça on verra plus tard, c'est le CSS qui va gérer ça, pas le HTML. Le HTML, faut comprendre les balises. Déjà, c'est là, ce que je viens de vous donner, c'est les bases pures et dures. La structure du document. Avec son balise HTML, son doctype, le head et le body. Ce qui est une balise pair et impair. D'accord. Comment se définit une balise avec les crochets qui s'ouvrent et qui se ferment? Selon leur type pair ou impair, on a le slash qui se positionne à un endroit précis. On a des balises de type bloc ou en ligne. Bloc provoquant un espace au-dessus, en dessous. En ligne ne provoque pas de retour à la ligne ni quoi que ce soit, mais met en évidence ce qu'on demande. Donc ici j'ai utilisé le strong pour Word. Pour l'autre Word ici, je pourrais utiliser une autre balise qui serait EM pour en phase, qui veut dire en fait visuellement en italique. Mais ça veut pas vraiment dire en italique, hein. Ça veut plutôt traduire le terme en phase. Pas une sorte de citation, mais pas loin quoi. Ça veut pas dire que c'est simplement un texte comme là c'est un simple texte Word. Là c'est un Word important, puisqu'il est en strong. Et là c'est un Word, je sais pas, déclaratif, explicatif. Je sais pas trop dire en fait là. Et visuellement, bah, ça se représente un petit peu gras, italique et normal. Mais attention, hein, faut faire attention, ce gras et ce italique, souvent vous allez confondre entre gras, italique et à ce que veut dire ces mots-là, quoi. D'accord? Puisque gras, normalement, c'est bold et pas strong. Puis italique, bah c'est italique. Bien sûr prononcé en anglais, quoi. Donc là, on a un petit document qui se construit tout doucement, au fur et à mesure. Donc je pourrais encore aller plus loin, mais ça commence à faire 1 heure de vidéo, donc je sais pas si je vais faire des vidéos d'1 heure ou de 2 heures. Je me le demande. Bon. On va peut-être faire 1 heure, mais je vais peut-être rajouter un point tout de suite, tant qu'on est sur la structure du document. C'est ce qu'on appelle le chart set. Alors, le chart set, c'est les caractères.
comment est interprété ces caractères. Alors là, ça pourrait aller très loin dans ce truc, mais pour rester assez simple, c'est ce qu'on appelle l'encodage de caractères. Depuis le début, notre fichier HTML qu'on est en train de créer, il est encodé sous la norme, on va dire ANSI. D'accord, mais il pourrait être encodé en UTF-8, en UC2, voilà. Les chartsets ici qu'on voit, ils sont assez grands et ils représentent en fait les caractères un peu spéciaux et le code qui leur correspond. Tout le monde sait bien qu'en informatique, les informations sont binaires, c'est-à-dire soit un 0, soit un 1, qui représentent soit un circuit ouvert, soit un circuit fermé, soit une tension positive, soit une tension négative, soit un champ magnétique polarisé plus, ou un champ magnétique polarisé moins. Bref, entre toutes ces valeurs, ce que le matériel comprend, on va dire, cette table binaire, en gros, est traduite au travers d'une table de caractères. En d'autres termes, par exemple, si j'écris 1, 2, 3, il devrait y en avoir 8 au total, on va dire, d'accord, 8 chiffres, 8 chiffres, ces 8 chiffres, c'est ce qu'on entend plus couramment dire, et si je me trompe pas, 8 octets, chaque chiffre représentant un octet. Sauf que peut-être que je me plante. Donc un chiffre binaire, plutôt oui, je me plante. Ce chiffre binaire là, en gros, ces 8 bits, ces 8 chiffres représentent un octet. Octet, unité que vous connaissez dans l'informatique, qui mesure la taille de vos fichiers. Et cet octet, disons que c'est le premier, et que dans la table de caractères ANSI, par exemple, ça vaudrait A. Et le B, ça serait 0, 0, 0, 1, 0. Et ainsi de suite, ça se décalerait comme ça. Bref, on n'est pas là pour parler en binaire non plus, mais en gros, sur la table de caractères ANSI, on pourrait dire que ce A est ceci. Alors je dis pas que c'est ceci, c'est juste pour expliquer de façon assez simple, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi cette autre table de caractères. Et imaginons que cette fois-ci dans la table de caractères qu'on utilise UTF-8, ce 1 là représente pas tout à fait notre A, mais plutôt ce A là. Et là on se rend compte de l'importance de ce style d'encodage dans notre document. Puisqu'en fonction de la table de caractères que l'on va choisir, c'est nos caractères qui vont être impactés. Et plus notamment ceux avec des accents, ceux qui diffèrent dans les langues, puisque l'anglais, vous savez, l'ordinateur est un petit peu anglais, on va dire, et l'ordinateur, l'anglais, il n'y a pas d'accent du tout. Donc, pour eux, ça pose pas de problème. Mais quand on est chinois, russe, ou français, ou italien, ou voire allemand, bref, tout ça, on a des accents un petit peu spéciaux les uns et les autres, donc ils utilisent des tables de caractères spécifiques à leurs caractères spéciaux. Bon, pourquoi toute cette information là? C'est bien ce que je veux dire, c'est pour les caractères spéciaux. Donc imaginons qu'à la place de hello, j'ai écrit un truc comme spéciaux caractères faudrait que j'ai des mots avec des caractères spéciaux français, comme ça on a le CCD là par exemple, voilà. Et ce document je l'enregistre. Pour le moment sa table d'encodage est ANSI, comme on le voit. C'est pratiquement tous nos documents texte qu'on travaille tous les jours. Donc si je viens dans ma page web et que je l'actualise, on voit bien spéciaux, caractères, français, et tout est bien décodé. Mais le problème,
c'est que bah notre ordi est français et que bah il comprend bien et que notre navigateur se base un petit peu sur la locale de notre ordi, c'est-à-dire la langue qu'on a définie dans notre ordi. Et en plus, bah il n'est pas bête, il a compris la table de caractères selon l'encodage du fichier. Donc si je vais dans Outils, Codage, on voit que tout seul, il a été coché ISO 8859-1. Ce truc là, ISO 8859-1, est représenté par le nom ANSI, que l'on voit ici. En gros, ça voudrait dire ISO, ce qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Ok. Sauf que dans le langage web, on parle souvent UTF-8. Pourquoi? Parce que c'est une table de caractères qui contient tous les caractères spéciaux. Du moins, elle convertit tous les caractères spéciaux. De sorte à ce que ce langage soit un petit peu international. Et on n'est pas embêté avec les tables de caractères en se disant ouais mais le japonais verra pas ma table de caractères à moi si je la laisse comme ça. Et ainsi de suite pour le russe, pareil, il ne verrait pas la table de caractères du japonais, du coup les caractères seraient bizarres pour lui quand ça s'afficherait. Donc il y a une petite norme, on va dire, une petite convention qui fait que sur le web on s'arrange à ce que tout soit en UTF-8. Alors pour que tout soit en UTF-8, il va falloir juste ajouter une chose à notre document pour préciser cette chose. Donc cette chose, vu que ça va concerner le document et non pas quelque chose qui s'affichera dans le document, donc ça va être dans le head, l'entête du document. Et là, on va lui ajouter une nouvelle balise. Alors cette balise, elle est impaire. Donc elle s'ouvre et se ferme aussitôt. Et cette balise a comme nom méta. Bon, mais si on dit méta comme ça tout seul, bah on a du mal à comprendre qu'est-ce que cette balise veut dire. En fait, depuis le début, on a vu que les balises. Mais en fait, les balises s'agrémentent d'attributs. C'est pour préciser encore plus le sens de cette balise, ou de vouloir définir ce que cette balise veut dire. Par exemple, méta représentant ici des informations auxiliaires. Mais quel est ce type d'information auxiliaire qu'on veut lui donner? Bah là, on va ajouter, pour notre cas, d'accord, c'est pas pour tous les cas, mais le mot-clé chart7. Chart7 définissant une table de caractères. Et tout attribut commence par un mot, bien entendu précédé d'un espace, hein, pour définir là c'est le mot-clé, et puis là c'est l'attribut. Suivi du mot-clé de l'attribut, donc pareil, les attributs à plusieurs mots-clés, puis d'un égal, puisque à cet attribut on doit lui donner une valeur, et cette valeur, elle est souvent entre guillemets, entre double cotes, d'accord? Et bah là, la table de caractères que l'on veut utiliser pour ce document, bah on va lui dire c'est de l'UTF-8. C'est la table de caractères que l'on veut utiliser pour tous nos documents HTML. Du moins, tout ce qu'on fera sur le web, on va s'arranger à ce que tout soit en UTF-8 pour pas qu'il y ait de problème partout. Donc une fois que j'enregistre ce document, ici, ce mot méta permet de dire au navigateur attention mon grand, le document que tu rencontres, l'encodage de caractères, est en UTF-8. Mais non seulement ça, le navigateur va interpréter ces caractères-là comme UTF-8. Mais le problème, c'est que mon document actuel là, qui est ouvert et que j'écris réellement, lui n'est pas dans l'encodage UTF-8. Donc ça va provoquer, on va dire, un petit bug de caractères, que l'on va pouvoir observer en actualisant la page. On voit que tous les caractères spéciaux ont été touchés. Le CCLI, le E accent grave et le E accent aigu. Mais si j'aurais mis plein d'autres caractères spéciaux, c'est pareil. Par contre, les points de ponctuation, eux, sont respectés. Donc, pour corriger ce problème, c'est parce que lui, en fait, maintenant, on lui a dit au navigateur, tu choisis pas la langue tout seul, en fonction du type de document, donc on t'a forcé ton codage. En fait, la méta, c'est ce que ça a fait pour lui. Ça lui a dit, attention, navigateur, mets-toi en codage UTF-8 maintenant. Voilà pourquoi ce mot-clé est bien réservé au navigateur. Donc bien sûr, c'est cette information qui donne du sens à la balise méta. D'accord?
Sans ça, la balise méta n'a pas de sens du tout, on va dire. Donc super, mais comment récupérer maintenant mes caractères spéciaux sur ma page? Puisque voilà. Donc dans Notepad++, il suffit de réencoder son document en UTF-8. Le problème c'est que quand on fait ça, le document, tout de suite les caractères spéciaux en sont modifiés. D'où l'importance, logiquement, donc là je vais le remettre en ANSI. Donc on a vu qu'en changeant l'encodage, mais si on convertissait, là j'ai converti mon document en UTF-8, ce qu'on a vu en bas, et du coup j'ai pas forcé l'encodage. En fait il s'est chargé lui-même de remettre les caractères comme il faudrait, quoi, sans me donner la définition du caractère comme on a vu dans la page, ou dans le document. Donc maintenant si j'enregistre ce document, son encodage est bien UTF-8, d'accord, mais il a passé par une phase conversion, on n'a pas encodé directement. Parce que là c'est pareil, si j'amuserais à encoder en ANSI, voilà les caractères spéciaux, boum, ils en reprennent un coup, mon document est bien en ANSI, mais j'ai pas converti les caractères spéciaux. Donc on doit bien convertir le document pour être sûr que ça marche bien. Donc là maintenant que je viens de convertir une grosse bêtise, de l'ANSI en UTF-8, du coup je me retrouve avec un document qui va être très difficile de faire revenir en arrière. Vous voyez, maintenant je vais faire que empirer cet encodage si je m'amuse à faire du trop n'importe quoi, comme je viens de faire. Heureusement, CTRL Z est là, mais là, ça marche pas puisque c'est un document. Alors du coup, je vais arrêter les dégâts, et je vais réécrire les caractères que j'avais écrits. Et je lui remets son CCD. Donc là il est en ANSI, d'accord. Donc j'enregistre le document en ANSI, donc je sais que c'est pas l'encodage que je veux, mais c'est pas grave, je le convertis en UTF-8, les caractères ne sont pas modifiés, le document est bien passé en UTF-8, j'enregistre le document, et je dis bien au navigateur, attention, le document que tu rencontres c'est UTF-8. Et du coup, lui, maintenant que mes caractères sont bien encodés UTF-8, il n'y a plus de problème dans les caractères spéciaux au niveau du navigateur. Alors, un autre petit point. Souvent, on se dit, oui, mais comment on peut mettre une icône ici? Alors, c'est le petit bonus pour la fin de cette première partie. Comme ça, ça vous évitera de vous poser la question dès le début. Donc, premièrement, il faut un fichier de type icône, donc ICO le type. Alors pour ça, j'ai l'habitude d'aller sur un site qui s'appelle Icon Finder, comme son nom l'indique, rechercher des icônes. Voilà. Et dans Icon Finder, c'est un moteur de recherche d'icônes, et je vais demander une icône, je sais pas, qui représente une page, par exemple. Bon, je vais pas mettre l'icône par défaut, ça serait un petit peu bête de remettre la même icône. Donc c'est vrai que l'icône, souvent là-haut, est de très petite taille. Donc on peut lui préciser normalement la taille. Voilà, donc j'agrandis un petit peu la fenêtre. Donc, malheureusement, il m'affiche pas les tailles, ce qu'il aurait dû m'afficher. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, je vais mettre jusque 16 pixels. Une icône qui fait 16 pixels. Donc parmi les icônes qui me proposent, je vais me décider à en choisir une. Il n'y a pas beaucoup de choix dans Page, mais il y a beaucoup d'icônes, mais bon, qui... Donc c'est pas grave, juste pour l'exemple, je vais prendre cette icône-là. Donc je le télécharge bien au format ICO. Cette icône étant arrivée dans mon dossier de téléchargement, je vais la renommer en favicon. Important le nom. Vous devez nommer cette icône comme ça, avec l'extension ICO. Ça marche pas un PNG ou autre, vaut mieux mettre ICO. Des fois même ça marche dans Google, ça ne marchera peut-être pas dans tous les navigateurs.
Donc je vais copier cette icône juste à côté de mon fichier HTML. Donc mon fichier index.html est là, je vais mettre mon icône sur le bureau juste à côté de lui. Donc, plus tard on verra après ces choses là plus complexes, mais c'est juste voilà pour vous amuser un petit peu au début, rendre ça intéressant. Donc la balise qu'on va devoir intégrer, c'est une balise link. Donc une balise link, pareil, elle s'ouvre et elle se ferme aussitôt. Donc comme je viens de vous le dire, son nom est link, donc ça représente un lien vers quelque chose. Donc ce link a un attribut qui s'appelle rel pour la relation de ce lien, quel va être le type de relation de ce lien en fait. Et là on va lui préciser que ça va être shortcut, en gros petit, un truc de ce genre. Là je vous ai dit je suis pas balèze non plus en anglais, mais bon. Je me rappelle, shortcut, il n'y a pas de S, et icône, pour dire une petite icône. Bien sûr on n'a pas dit où était cette petite icône pour l'instant, donc on doit lui définir un autre attribut qui lui est href pour la référence. Des fois on aura ce href ou src pour source, donc ça veut dire la même chose en gros les deux. Et la source de cette icône, où se situe cette icône par rapport à ce fichier index, bah, il se situe juste à côté. Et comment il s'appelle, bah, favicon.ico. Donc je lui dis favicon.ico. Et j'enregistre ma page. Je reviens dans mon navigateur. Donc ça, Icon Finder, je vais le quitter. Là, je vais remettre ma page comme ça tout à l'heure. Voilà, comme ça on a un petit peu les deux. Et j'actualise la page. Donc là, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est pas très grave, tant pis. C'est parce qu'on n'est peut-être pas sur un serveur web et du coup... voilà. Vu qu'on est sur un protocole file et pas HTTP, il va peut-être pas chercher cette relation que je viens de lui définir. Normalement c'est ça, mais je pense qu'on peut lui dire aussi favicon. Je suis pas sûr. Dans le rôle. Non. Il actualise, mais on voit qu'il met pas notre icône, malheureusement. Et j'ai pas fait de bêtises dans le nom. C'est pas grave. On verra ça plus tard un peu plus quand on mettra des serveurs web pour nos pages HTML par la suite. Pour l'instant, on découvre un petit peu le langage, comment il se fait. Vous avez vu que bah voilà, il y a d'autres balises qui existent dans le head comme meta. Beaucoup de balises dans le head sont souvent impaires, d'accord, donc elles s'ouvrent et elles se ferment aussitôt, puisqu'elles définissent une instruction en d'autres termes. Il n'y a pas de dire je t'encadre pas le chart7 UTF-8, hein, c'est voilà, tu mets mon document en chart7 UTF-8. Là sur mon document, bah tu m'intègres l'icône qui se trouve là, hein, j'ai pas besoin de dire l'icône elle commence d'ici ou elle se finit là. Donc c'est pour ça que ces balises, comme on dit, impaires, sont assez, par leur sens, assez devinables, à savoir, comme les balises paires, hein, sont faciles à à deviner, parce que bah, on se doute bien que ce que l'on veut dire va commencer d'un endroit pour se finir à un autre. Surtout la règle la plus importante et la plus majeure, c'est ne pas mélanger les balises les unes avec les autres, parce que sinon ça fonctionne pas. Voilà. Donc, comme j'ai pas envie de faire pour le moment des vidéos de 2 heures, je les fais plus sur des projets, des trucs qui durent plus longtemps. Là c'est de la formation, donc je vais faire des petites vidéos comme ça, d'une heure et demie. Pour que bah voilà, comme ça vous pourrez revenir sur une vidéo précise sans vous taper tout le contenu, surtout qu'elles sont sur YouTube, donc des fois c'est un petit peu pas évident d'avancer
la lecture, des fois ça galère un peu, donc voilà pourquoi je vais faire des petites vidéos, on va dire un petit peu. Alors, pas trop petit parce qu'après on n'a pas trop le temps de dire de choses non plus. Donc dans les prochaines vidéos, on va continuer la suite de ce qu'on était en train de faire et en apprendre toujours un petit peu plus à ce niveau-là. Donc je vous dis ciao, bye bye, et puis à la prochaine vidéo.